Mr. Chairman, ladies and gentlemen, what a week. And I would say that it is, I don't know if this concept does exist, a turning week. Maintenant, je vais parler français. Je n'oublie pas que je suis ministre français des Affaires étrangères et que nous nous trouvons à l'UNESCO à Paris. Mais comme je vois que peu d'entre vous mettent les écouteurs, je suis rassuré sur la diffusion du français. Oui, comme il vient d'être dit, c'est une semaine qui est une semaine de bascule. Parce que toute une série d'événements se sont produits qui vont tous dans le même sens. Et nous avons la chance de les vivre. Au début de la semaine, nous étions, avec plusieurs d'entre vous, à Berlin pour le dialogue de Petersberg. Le dialogue de Petersberg a été conçu il y a maintenant 6 ans, après ce qu'on appelle l'échec de Copenhague. Et nos amis allemands ont jugé nécessaire, et ils ont eu raison, que chaque année se réunissent toute une série de représentants de l'ensemble du monde. Nous étions lundi dernier près de 40 ministres représentant la totalité de la planète pour essayer de faire progresser ce qui n'avait pas réussi à Copenhague. Et la réunion a été excellente. Bien sûr, nous n'avons pas encore tout réglé. La situation de l'Inde n'est pas la même que la situation des Maldives, qui n'est pas la même que la situation de la Norvège, qui n'est pas la même que la situation des États-Unis d'Amérique. Mais j'ai trouvé des convergences extrêmement encourageantes, notamment le fait que tout le monde souhaite qu'à Paris, il y ait un accord. Et ce n'est pas moi qui vais présider la COP21 qui vais le contester. Mais il y a une volonté d'aboutir, à la fois parce qu'il y a une perception beaucoup plus forte de la réalité du dérèglement climatique, parce que maintenant, les observations des scientifiques ne sont plus sérieusement contestées, parce que une série de pays qui avaient des réticences se sont vraiment engagés à travers leurs dirigeants. Je pense au président Obama, je pense au président Xi Jinping, les 2 premiers émetteurs de gaz à effet de serre au monde, et qui, lorsqu'ils décident par un accord en novembre dernier de s'engager ensemble, signifie à tous les autres pays du monde, il faut faire le mouvement. Et puis, les entreprises qui ont montré qu'elles étaient de plus en plus sensibles à cette question, à la fois parce que les chefs d'entreprise ont des convictions, et aussi, disons les choses, parce que non seulement c'est une nécessité, mais la croissance verte, c'est aussi de bon business. Et ceux qui sont en dehors de ce business risquent d'avoir de grandes difficultés. Donc, Berlin, c'était positif. À Berlin, nous avons eu aussi, à la fin de la conférence, une réunion préparatoire au G7. Et le G7 a lieu début juin. Et là aussi, attendons que le G7 se prononce, mais on sent qu'il y a une poussée. János, tu as rappelé l'annonce de la chancelière Merkel, extrêmement positive. Mais, sans vouloir dévoiler des décisions qui ne sont pas encore annoncées, on sent que, à la fois sur le fond du sujet, et notamment sur la question du financement, qui est absolument décisive, les uns et les autres, quelles étaient au départ les réticences, ont compris qu'il fallait avancer. Et puis nous avons eu, en ce qui concerne le fonds vert, des annonces supplémentaires qui font que maintenant, le fonds vert, les engagements ont été suffisamment versés pour qu'ils puissent démarrer. Et je suis convaincu que dans les réunions prochaines du conseil d'administration, des décisions seront prises
qui feront en sorte non seulement que le Fonds vert va fonctionner, mais que de premières actions vont pouvoir avoir lieu dès avant la COP 21. Et puis, nous avons eu, je vais y revenir dans un instant, des annonces en ce qui concerne les contributions, Intended Nationally Determined Contribution, qui font que les choses progressent. Et puis nous avons eu, les 2 jours précédents, la réunion des entreprises, extrêmement encourageante, en particulier une demande extrêmement forte sur la fixation d'un prix du carbone. Et puis nous avons aujourd'hui, grâce à votre concours à tous, et en particulier aux organisateurs que je veux vraiment beaucoup remercier, à la fois le directeur général de la Caisse des dépôts, notre ami Pierre-René Lemas, à la fois Gérard Mestralet, président de Paris Europlace, et puis les vice-présidents de la Banque européenne d'investissement, le secrétaire général des Nations Unies. Enfin, je ne veux pas remercier chacun, mais je vous remercie tous, parce qu'on m'a rapporté les propos, les propositions, les engagements même qui ont été pris aujourd'hui, qui sont extrêmement encourageants. Alors, en même temps, il faut être lucide, c'est très complexe. Et il y a un changement tellement important à opérer que moi, je suis comme vous et comme saint Thomas, je regarderai les résultats. Mais je pense qu'aucune et aucun d'entre vous ne serait en désaccord avec l'affirmation suivante. Il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a même 1 an, une telle semaine, de telles réunions eussent été inenvisageables. Ce qui signifie que quelque chose, comme disait une chanson célèbre, est en train de changer. Alors, quelque chose est en train de changer dans les décisions des gouvernements, parce que la COP 21, nous l'avons conçue cette fois-ci avec mon prédécesseur péruvien, comme une COP qui associera à la fois les gouvernements, mais aussi les régions, les grandes cités, les entreprises, la société civile. C'est une innovation. Et il y aura d'ailleurs une journée Action Day et une journée Innovation Day. Mais la décision, lorsque à la fin de la COP, avec un texte qui actuellement est beaucoup trop long et où il y a trop de parenthèses, 80 pages et beaucoup de parenthèses, brackets, lorsque je mettrai aux voix, parce qu'il faudra que je mette aux voix ce texte, il faudra que 196 parties IES lèvent le doigt, parce que la règle, c'est le consensus. Et on imagine, sur une matière aussi complexe, avec tellement de situations objectivement différentes, à quel point ce sera complexe et difficile. Donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, je dirais simplement qu'il faut qu'à la fois les gouvernements et les initiatives de toutes sortes, et singulièrement le monde financier, se mobilisent pour aller dans la bonne direction. Cette semaine, j'ai fait le bilan des contributions nationales qui ont été publiées. Vous savez que c'est une originalité, c'est la première fois, et ce sera un des objectifs de la conférence de Paris. La conférence de Paris, son premier objectif, c'est, ça n'a jamais été fait, d'aboutir à un accord universel, comme on dit, différencié, il y a des formules sacramentelles, ayant legally binding, ayant force légale, qui nous assure qu'on ne dépassera pas une augmentation de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, certains disent 1,5 degré, disons 2 degrés, liés à l'émission des gaz à effet de serre. Voilà l'objectif. Pourquoi? Ce n'est pas à vous, très avertis de ces choses, que je dois donner les détails, ou ce n'est pas vous que je dois convaincre, mais moi je ne suis pas à l'origine spécialiste de ces questions, mais comme je suis du genre plutôt laborieux, lorsque j'ai su que j'allais présider la COP, je m'y suis mis quand même sérieusement. Et en même temps avec un esprit cartésien, en essayant d'être lucide, parfois les Français le sont. Les conséquences, si nous n'agissons pas, sont cataclysmiques, au sens étymologique. Sur l'environnement, bien sûr,
pas donné la liste des typhons, des sécheresses, de la montée des océans, mais pas seulement du tout sur la question environnementale, même si elle est décisive, sur la question de la santé. Savez-vous que Ebola ou le virus du sida étaient préexistants dans les forêts et que c'est la déforestation et les brassages humains qui ont fait éclater, si je peux me passer cette expression, ces virus. Et que donc, si des phénomènes de déforestation analogues se propagent dans le futur, nous aurons des épidémies de même sorte. De la même façon, on peut imaginer, et on est sûr, que les mouvements migratoires entraînés par la sécheresse seraient tels, ou par les inondations, que, évidemment, les conséquences en termes économiques seraient dramatiques et que les conséquences en termes de paix et de guerre seraient dramatiques. Parce qu'après tout, lorsqu'on regarde l'histoire des conflits, depuis le début de l'humanité, beaucoup est lié à l'opposition pour conquérir les ressources et conquérir les territoires. Et donc, ce n'est pas simplement une question environnementale, pas simplement une question qui a trait à tel ou tel phénomène écologique, mais quelque chose de plus fondamental encore, ou alors l'écologie au sens vraiment authentique, c'est-à-dire l'environnement du monde, la sécurité, l'économie et la paix, avec les destructions économiques épouvantables que cela entraînerait. Et ce qui est en jeu, c'est tout simplement notre capacité à habiter nous-mêmes une planète décente. Non pas dans 50 ans. Il y a quelque temps, je discutais avec M. Bloomberg, qui a accepté une mission de la part du secrétaire général des Nations Unies de mobiliser les villes en faveur de cette tâche. Et nous discutions et je lui disais, mais justement, si nous n'agissons pas comme il faut, eh bien, les conséquences à terme, je disais, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, vont être considérables. Il m'a repris, il m'a dit, non, non, M. Fabius, dites pas cela. Parce que dans 40 ans, c'était vrai pour lui comme pour moi, nous ne serons peut-être pas totalement en bonne forme. Enfin, lui peut-être, moi, peu probablement. Et il disait même, son entreprise, qui est une grande entreprise, je ne suis même pas sûr qu'elle sera en bonne forme. Je ne veux pas faire bouger le cours de la bourse. C'est lui qui parlait. Mais c'est tout de suite, immédiatement. Et donc, ces conséquences terribles, elles sont là. Et à partir de cela, eh bien, les gouvernements doivent faire leur travail. Alors, nous avons décidé donc de fixer comme objectif cet accord universel, et puis une innovation, qui est cette publication des contributions nationales. Où en sommes-nous aujourd'hui? À ce jour, 38 pays, qui représentent environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont présenté leurs contributions. Il y a, d'autre part, 3 pays du G20, l'Australie, la Chine et le Japon, et environ 35 pays hors G20, qui pourraient, d'après les prévisions qui nous sont données, déposer la leur d'ici la fin du mois de juin. Et plus de 70 pays se préparent plutôt pour le 3e trimestre. Et le secrétaire général des Nations Unies a, dans une lettre, rappelé aux différents gouvernements qu'ils devraient, avant la fin du mois d'octobre, au plus tard, déposer leurs contributions. Bref, avant la COP21, nous aurons, je l'espère, 100%, mais en tout cas, au moins 90% des émissions qui seront couvertes. Et donc, nous saurons exactement où les pays, spontanément, s'y trouvent. Il est possible que l'addition de ces contributions nous situe au-dessus de 2 degrés. Et à partir de ce moment-là, certains se disent, mais au fond, comment allez-vous vous en sortir? Puisque d'un côté, vous allez signer, vous l'espérez, un accord pour ne pas dépasser 2 degrés, et de l'autre côté, si on additionne les contributions, ça risque d'être au-dessus de 2 degrés. Alors, quelle est la logique? Mais précisément, la conférence de Paris, la COP21, doit enclencher des mécanismes qui permettront, à partir du spontané des contributions, de ne pas dépasser ces 2 degrés. Et nous allons être aidés puissamment à la fois par les technologies qui se transforment à toute allure et qui sont de moins en moins chères et donc de plus en plus accessibles, et par les financements qui doivent être disponibles, qu'il s'agisse des financements publics
ou des financements privés. À cet égard, nous avons beaucoup discuté au début de la semaine de cette question des 100 milliards de dollars publics et privés, que c'est un engagement de Copenhague. Nous devons trouver d'ici 2020 100 milliards de dollars annuels pour que les pays riches les mettent à disposition des pays en développement. Et l'accord me paraît évident. Déjà, pas mal de milliards de ces dollars sont là. Et il y a des effets de levier. Et ce ne sont pas des milliards uniquement publics. Il y a aussi des milliards qui peuvent être privés. Mais ça va demander un gros effort, mais c'est capital. Parce qu'en particulier, nos collègues d'Afrique et d'autres pays qui souvent sont en difficulté et ne sont pas encore très développés, disent « mais oui, nous sommes tout à fait d'accord pour aller dans le sens de l'action pour le climat, mais où sont les financements, où sont les technologies ?» Et donc, il revient aux différents gouvernements, et au G7, et au G20, et à la COP21, dans la préparation, d'apporter réponse à ces questions. Et puis, on a beaucoup parlé du prix du carbone. Hier, dans la réunion des entreprises, c'était une unanimité sur l'objectif. À la fois, éliminer peu à peu et le plus rapidement possible les subventions aux énergies fossiles, et en même temps, s'acheminer vers la fixation des prix du carbone. C'est compliqué, il y aura plusieurs réunions qui vont se tenir, mais de toute manière, nous devons, ce n'est pas une décision que va prendre la COP, il ne peut pas y avoir une décision mondiale à cette échéance, mais c'est absolument indispensable si on veut donner ce signal qui va économiquement intégrer la question de la décarbonation de notre économie dans le système financier. Et puis, ça nous a remis en mémoire des décisions qui ont été prises dans des institutions publiques qui, elles aussi, auraient été inimaginables il y a quelques années. Une décision a été prise en avril dernier par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 de confier au Conseil de stabilité financière une réflexion sur la prise en compte par le secteur financier des enjeux et des risques climatiques, avec les conséquences que cela pourra entraîner. Il y a eu des travaux de la Banque d'Angleterre, de l'autorité de supervision britannique, qui sont très intéressants. La Banque centrale de Chine elle-même et d'autres banques centrales vont dans le même sens. Et nous avons décidé que c'est en octobre, à Lima, au moment des assemblées du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, en présence du secrétaire général des Nations unies, il y aura une réflexion centrée sur le climat. Donc, cette sphère-là avance. Mais évidemment, et c'est tout le sens de cette très opportune réunion, aucune action efficace ne sera possible sans une prise de conscience, elle est là, et un engagement fort des acteurs privés du secteur financier et d'une façon générale du secteur financier. Alors, je pense que ce qui a été annoncé aujourd'hui ou rappelé aujourd'hui est de ce point de vue-là extrêmement encourageant. Il y a des pas supplémentaires à faire, on le sait. D'abord, il va falloir mobiliser d'autres collègues que vous-même. Et ce que j'appellerais le réflexe climat, le choix pro-climat, doit s'inscrire dans la durée et, au fond, irradier dans toute une série de décisions que, dans votre action de chef d'entreprise ou de responsable financier, vous prenez jour après jour. Et de ce point de vue-là, je veux saluer vraiment chaleureusement les annonces qui ont été faites aujourd'hui, la Caisse des dépôts à l'instant, le Crédit Agricole, AXA, Bank of America. Je pense que ces décisions, là il ne s'agit plus d'interrogation, sont très importantes en elles-mêmes et parce qu'elles vont entraîner d'autres décisions de collègues qui vont se dire, mais au fond, si nous ne l'avons pas fait encore, si ces établissements reconnus par la qualité de leur gestion et la grande responsabilité de leurs dirigeants prennent ces orientations, eh bien, moi, dans ma gestion, est-ce qu'il ne faut pas que j'accélère l'allure? Donc, de ce point de vue-là, vraiment, les choses sont extrêmement positives. De la même façon, le fait que des plateformes d'enregistrement des engagements
ont été créés ou vont l'être pour rendre visibles ces engagements, les recenser, c'est tout à fait décisif. Il faut bien imaginer qu'à la fin de l'année, nous aurons quoi? Nous aurons les contributions des États, nous aurons les contributions de grandes entreprises, nous aurons les contributions de grands établissements financiers. Il faudra, en évitant les doubles comptes, agréger tout ça, pouvoir le comparer. Mais qui aurait pensé, il y a seulement un an, que nous parviendrions à ce résultat? Ces plateformes, d'ailleurs, seront intégrées dans le site Nazca des Nations Unies, qui va petit à petit devenir une espèce de plateforme des plateformes, et objectiver tout cela, ce qui sera extrêmement important pour la COP 21. Il va nous falloir, bien sûr, que cela s'applique à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement, que cela touche les banques commerciales, les bourses de valeur, et que des regroupements, des initiatives soient prises ensemble par tous les intervenants. Et il va falloir aussi que l'implication soit très importante dans la problématique qui est un peu spécifique du financement de l'adaptation au dérèglement climatique. Ce n'est pas simplement ce qu'on appelle la mitigation, mais aussi l'adaptation, parce que nous avons besoin de la mobilisation des acteurs privés pour permettre des infrastructures encore plus résilientes, notamment dans les pays qui sont les plus vulnérables au dérèglement climatique. Je pense aux pays africains, je pense à des petits États insulaires. Et là, nous avons des solutions en perspective qui sont bénéfiques pour tout le monde. Nos amis allemands ont proposé des mécanismes assurantiels. Nous allons les étudier dans le cadre du G7. Nous avons nous-mêmes proposé au Japon, à Sendai, qu'ils puissent, par une mise en réseau de toute une série de technologies, pouvoir avertir les territoires menacés que telle ou telle catastrophe peut se présenter. Bref, sans vouloir être plus long, vous voyez une convergence extrêmement impressionnante des actions des pouvoirs publics, des actions des entreprises en général et des actions du secteur financier. Je termine. Nous avons, j'ai acheté un agenda spécial pour ça, moins de 200 jours pour accroître la dynamique qui va, je l'espère, nous permettre d'aboutir à une réussite à Paris. Et chaque jour, j'enlève une feuille. Nous avons donc 200 jours, enfin moins de 200 jours, pour convaincre qu'il est absolument urgent, non seulement qu'on continue, mais qu'on amplifie cette semaine point tournant que je viens d'évoquer. Et chacune et chacun devra évidemment faire de son mieux pour amplifier encore son rôle. Ce qui est très important dans cette journée, c'est que vous avez montré que le secteur financier commence, plus que commence, à se mobiliser fortement. Et je veux saluer cette mobilisation. On m'interroge souvent en me disant « mais la COP 21, qu'est-ce que ce sera exactement? Est-ce que ce sera un point d'aboutissement? Est-ce que ce sera un point de départ ?» Mais les deux. Ce sera un point d'aboutissement, puisque jamais nous ne sommes parvenus à cet accord universel, mais ce sera surtout un point de départ vers ce qui est un changement majeur, c'est-à-dire une économie et une société décarbonées. Cette évolution est une très bonne nouvelle et elle est tout à fait décisive. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui douteraient encore, je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a pas de solution alternative parce qu'il n'y a pas de planète alternative. Merci.